Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. Alors, une question aujourd'hui, le voyage du pape en Afrique a-t-il été une réussite? On sait que Benoît XVI a passé 4 jours au Cameroun, puis 3 en Angola. Un voyage marqué dès le début par cette polémique sur sa critique sur l'usage du préservatif. Alors, est-ce que cette polémique illustre une divergence, un fossé entre l'Église et l'Afrique, ou autre thèse aussi, entre l'Europe et l'Afrique? Par ailleurs, comment tous les autres sujets évoqués par le pape ont-ils été perçus par les autorités politiques, mais aussi reçus par les populations africaines? Nous allons tenter de répondre à cette question, comme chaque semaine, avec des éditorialistes des médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Croix. Émeric Pourbet, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose un petit résumé en images de ce périple africain de Benoît XVI. Ce sont des images de CTV et ce sujet a été monté et réalisé par Émeric Coletta. On regarde. Le premier voyage officiel de Benoît XVI en Afrique a été très dense à tout point de vue. Face à des centaines de milliers de personnes lors des célébrations ou pendant des rencontres plus intimes, comme celle avec le monde de la souffrance, le pape a reçu un accueil chaleureux et populaire et n'a pas limité ses apparitions. En effet, tout au long d'un périple d'une semaine, Benoît XVI s'est montré disponible et s'est exprimé à 16 reprises. Avec l'emploi du français, de l'anglais et du portugais, l'objectif était clair, dépasser les frontières. Lors de son homélie au stade de Yaoundé au Cameroun et devant une foule conquise, il a ainsi rappelé l'importance de préserver la culture et l'identité africaine. Trop souvent, on assiste à un exode rural, comparable à celui que de très nombreuses périodes humaines ont connu elles aussi. La qualité des liens familiaux s'en trouve profondément affectée. Déracinés, fragilisés, les membres de jeunes générations, souvent hélas, sans véritable travail, cherchent des remèdes à leur mal de vivre dans des paradis éphémères et artificiels, emportés dont on sait qu'ils ne parviendront jamais à assurer à l'homme un bonheur profond et durable. Ces discours ont ainsi affirmé une grande liberté de ton que les dirigeants occidentaux n'ont pas pour habitude d'avoir sur ce terrain. Au palais présidentiel de Luanda, en Angola, il n'a pas ménagé ses hôtes en parlant des droits de l'homme, de justice et en dénonçant la corruption. L'Angola a vécu une guerre civile jusqu'en 2002 et certaines blessures peinent à cicatriser. Devant des centaines de milliers de personnes, le pape a appelé le peuple angolais à se réconcilier et à aller de l'avant. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, continue à guider le peuple de l'Angola dans la tâche de réconciliation nationale après la dévastatrice et inhumaine expérience de la guerre civile. Puissent ces prêtres obtenir pour tous les Angolais la grâce d'un pardon sincèrement donné, du respect des autres et de la coopération qui seuls peuvent faire avancer l'immense œuvre de la réconciliation. Face aux défis qui attendent l'Afrique, Benoît XVI a donc globalement cherché à responsabiliser et à raviver l'espoir des populations qui le lui ont bien rendu en faisant preuve d'une ferveur sans égale. Au terme d'un marathon de plusieurs milliers de kilomètres, Benoît XVI regagne le Vatican, fatigué mais visiblement heureux. Alors bien sûr, il nous faut commencer par cette première question, puisque ce voyage, je le disais, a été focalisé, tout au moins au début, sur cette critique faite par Benoît XVI dans l'avion qui l'a amené au Cameroun, sur l'usage du préservatif. Guillaume Goubert, est-ce que cette polémique a pollué ce voyage? Oui, ça c'est clair, oui. Ça a énormément pollué. C'est que, à cause de quelques mots, à mon avis, inappropriés dans le contexte et qui ensuite ont été utilisés d'une manière assez délirante par un certain nombre de médias et de responsables politiques, en tout cas, vu d'ici, vu de France, le reste du voyage a été complètement occulté et c'est extrêmement regrettable parce qu'il s'est dit beaucoup de choses importantes pendant ce séjour de Benoît XVI en Afrique. Mais il est évident que le pape a répondu à une question, il savait de quoi il parlait, et il savait que le thème était un thème très sensible sur le sida. En parlant de cela dans l'avion, il savait qu'il bien sûr, il risquait en quelque sorte cette polémique. Émeric.
Oui, je crois que c'est tout à son honneur d'avoir pas cherché à échapper justement à cette question qui est une question difficile, évidemment. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi d'écouter ce qu'il a dit. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. On a pris la phrase, on l'a sortie de son contexte, évidemment. On lui a fait dire parfois même l'inverse de ce qu'elle voulait dire. Donc, c'est important de l'écouter. Et puis, c'est pas un sujet qui se traite en 2 secondes dans un sujet de télévision ou de radio en 1 minute 30. Je crois que ça mérite beaucoup plus que ça et beaucoup mieux que ça. C'est ce qu'ont dit les évêques du Cameroun, là, dans leur déclaration qui vient de sortir. Je crois que ces propos ont été complètement déformés et ça, c'est grave. Vu l'ampleur et la question du sida, c'est grave. Ouais. Alors peut-être qu'on peut s'arrêter en effet, Guillaume, sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une perception différente de ce voyage selon qu'on était en effet du côté ou de l'autre de la Méditerranée ? Ça, certainement, pour les Africains, cette polémique sur le préservatif, je dirais, c'est pas ce qu'ils ont vécu pendant cette semaine au Cameroun, en Angola et sans doute plus largement parmi les communautés catholiques en Afrique. Je veux dire, là, l'important n'était pas là. L'important, c'était que le pape vienne passer 1 semaine en Afrique. Je veux dire, ces jours-ci, Nicolas Sarkozy fait une escapade en Afrique, ça dure 36 heures, 3 pays. Essentiellement des contacts d'ordre économique. Il n'y a pas beaucoup, c'est Andrea Riccardi qui a fait remarquer ça, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État qui consacrent 1 semaine à l'Afrique. Et un responsable du rang de Benoît XVI qui vient passer du temps en Afrique, c'est vraiment quelque chose d'important et de positif. Surtout, bon, j'imagine qu'on va en parler, pour délivrer des messages qui ne sont pas des messages que livrent habituellement ceux qui viennent visiter les Africains. Alors, autre question générale, et après, comme vous le dites, Guillaume, on va rentrer dans les thèmes évoqués par Benoît XVI. Autre question d'ordre général, la réussite en matière de population qui a assisté à ce voyage. Comment vous appréciez, bien entendu, les comparaisons sont toujours difficiles et parfois inopportunes à faire entre Jean-Paul II et Benoît XVI, mais néanmoins, est-ce que Benoît XVI a suscité des foules enthousiastes en Afrique ? Écoutez, si on en croit les images qu'on vient de voir lors du reportage, effectivement, il a suscité l'enthousiasme des Africains. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'irrationnel quand on parle des voyages du pape. C'est vrai qu'on se souvient, du point de vue des médias français, je parle, du voyage du pape en France, très bien apprécié, y compris par des médias comme Le Parisien, donc rien de confessionnel. Et puis là, un déchaînement, et alors c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'un effet de miroir, où on parlait de nous, finalement, à travers cette polémique du préservatif, plutôt que des Africains et de leurs vrais problèmes. Succès, vous avez assisté, je pense, et participé à des voyages avec Jean-Paul II. Encore une fois, au-delà des limites, des comparaisons, par rapport au voyage de Jean-Paul II, les charismes sont différents entre les 2 personnes. Malgré tout, le voyage, vous l'appréciez comment, celui de Benoît XVI ? Alors, c'est vrai que Jean-Paul II avait un charisme de contact avec les foules qui était assez exceptionnel. Benoît XVI est un homme beaucoup plus timide, qui a un contact plus difficile avec la foule. Il a le mérite de ne pas essayer de faire du Jean-Paul II. Il est lui-même, il ne prétend pas être autre chose. Et encore une fois, si on en juge par les échos qu'on a eu de ce voyage, par les images qu'on a pu voir, les Africains qui étaient présents l'ont accepté comme tel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment lieu, à mon avis, de faire une comparaison entre les 2. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer dans les thèmes évoqués par Benoît XVI, au-delà donc de cette polémique, par ailleurs, bien entendu, essentielle sur un sujet très sensible, naturellement, le sida. Mais je vous propose de venir sur les autres thèmes évoqués, notamment le thème de la justice et de la paix. Je cite on vient de l'évoquer, je cite Benoît XVI. Vous trouverez toujours l'Église aux côtés des plus pauvres. Alors, c'est une démarche, bien entendu, traditionnelle de la part d'un responsable d'une Église catholique. Mais est-ce que vous pensez que les appels du pape en faveur d'une plus grande justice ont pu être entendus et écoutés en Afrique, Aymeric Pourbet? Je crois que c'est ce qu'attendaient les Africains. Effectivement, Guillaume tout à l'heure citait Nicolas Sarkozy qui est en voyage en ce moment en Afrique. Il n'est pas sûr qu'il aborde cette question-là. Je ne suis pas sûr que ça intéresse les dirigeants occidentaux. Donc c'est tout le mérite de ce pape, d'effectivement, d'aborder des sujets qui parlent aux Africains d'abord avant de penser aux Européens et aux éventuelles réactions. Un appel de Benoît XVI contre la corruption, ça peut fonctionner, Guillaume Gobert? En tout cas, c'est important qu'il le fasse. Dans son discours à la présidence angolaise, il a évoqué par exemple la campagne « Publiez ce que vous payez », c'est-à-dire un collectif d'organisations non gouvernementales qui essaie d'obtenir davantage de transparence sur où va l'argent des matières premières de l'Afrique. Cette extraordinaire richesse du sous-sol sud-africain qui est pillée par toutes sortes d'intervenants, dont beaucoup, in fine, se trouvent de ce côté-ci du monde. Et quand, à la présidence angolaise, le pape évoque « publiez ce que vous payez », il fait quelque chose qu'aucun responsable international n'a fait. Et c'est très très important qu'il le fasse. Alors, est-ce que ça va avoir de l'effet ?
bien sûr, à vue humaine, ça ne va pas changer tout de suite. Mais c'est très important qu'un homme de son rang évoque explicitement ce genre de choses devant un aréopage politique. Alors, il y a bien entendu cette interpellation de la corruption, donc des abus des pouvoirs politiques locaux, mais il y a aussi l'interpellation des dirigeants des pays développés. Il y a l'interpellation vis-à-vis notamment des abus des multinationales. Alors, est-ce qu'on peut dire, à votre avis, Aymeric Pourbet, est-ce que ce discours de Benoît XVI peut-il être également entendu de la part des pays développés, puisqu'il ne s'adressait pas seulement aux pays africains ? Il faut l'espérer, en tout cas. C'est vrai que lorsque Benoît XVI donc, délivre un document de travail pour préparer le synode africain qui aura lieu donc à Rome à l'automne prochain et qu'il fait effectivement une charge extrêmement forte contre les multinationales qui exploitent ce continent sans l'aider à se développer, on espère qu'il va être entendu et que ça pourra changer quelque chose. Mais pour en revenir à cette question de l'efficacité, justement, je crois qu'il faut se souvenir par exemple de Jean-Paul II qui, allant en Pologne, parle de liberté. C'était donc au début des années 80. Finalement, on a bien vu que ça a eu un effet et je crois que la parole du pape, parce qu'elle est libre, elle est extrêmement importante. Y compris donc je vous pose aussi à mon tour la question, y compris du côté des multinationales, Guillaume Goubert, vous qui suivez ces questions aussi économiques, est-ce que la parole de Benoît XVI peut être entendue dans les multinationales ? En tout cas, on peut penser, dans la mesure où ces grandes entreprises ont des moyens d'observation de l'actualité et de s'informer qui sont très importants. Je pense que, par exemple, ce que j'évoquais, c'est-à-dire l'appel à la transparence sur les recettes minières, etc., c'est certainement pas quelque chose qui leur a échappé et ils seront un tant soit peu obligés d'en tenir compte, ne serait-ce que dans leur communication. Quand Benoît XVI demande qu'on concrétise la promesse des pays développés de consacrer 0,7% de leur produit intérieur brut pour le développement, là aussi, ce discours peut-il être perçu et donc peut-il être efficace ? Il a au moins le mérite de soulever ce problème-là. C'est vrai qu'aucun dirigeant occidental n'en parle. Pourtant, c'est un objectif fixé par la conférence de Doha, donc les Nations Unies sur le développement. Je pense que la parole là-dessus est importante, déjà. C'est un premier pas. Il y a un autre thème sur lequel j'aimerais bien vous faire réagir, c'est ce fameux thème de la réconciliation. Donc on sait que les églises sont souvent présentes dans des opérations de réconciliation dans des pays qui ont été troublés par des guerres civiles, notamment on se souvient de l'Afrique du Sud. Alors à votre avis, est-ce que ce thème de la réconciliation qui était utilisé par Benoît XVI peut-il parler dans des pays comme l'Angola, qui, on le soulignait dans le sujet, qui a été meurtri par des décennies de guerre civile, Guillaume Goubert? Le thème de la réconciliation, autrement dit, est-ce que c'est un terrain où l'Église peut particulièrement se manifester et donc le discours de Benoît XVI être entendu? Chaque cas géographiquement est un peu différent. Je veux dire, on sait bien que malheureusement au Rwanda, l'Église catholique n'est pas forcément bien placée pour animer un travail de réconciliation. Mais il y a certainement d'autres lieux où les églises chrétiennes, l'Église catholique en particulier, peuvent jouer un rôle important et ont joué un rôle important au cours de toutes ces années, de toutes ces crises. Je pense par exemple à la République démocratique du Congo où les évêques, notamment Monseigneur Monzengo, se sont énormément employés, démenés pour essayer de favoriser des réconciliations. Vous avez cité l'exemple de l'Afrique du Sud qui est particulièrement éclatant avec Monseigneur Toutou, archevêque anglican. Donc à l'évidence, oui, les églises peuvent jouer un rôle et le fait que le pape vienne encourager ce type de démarche est positif. Est-ce que c'est une manière de pousser en quelque sorte des responsables catholiques en Afrique, de la part de Benoît XVI, à faire de la politique au sens noble, Aymeric Pourbet ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, ils en font déjà. Les évêques d'Afrique centrale se sont élevés contre la corruption dans un document commun il n'y a pas très longtemps. La deuxième chose, c'est qu'ils font peut-être de la politique, mais ils ne font pas de la politique politicienne. Ils ne font pas de course au pouvoir. Ils ont peut-être d'autres défauts, mais en tout cas, celui-là, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la tentation de... Benoît XVI est d'ailleurs très réticent à des engagements politiques en général d'évêques locaux. Mais je crois que l'Église a son mot à dire sur la politique en tant que telle, en tant qu'elle concerne le bien de la population. Maintenant, s'engager dans la course au pouvoir, c'est autre chose. Alors je pense aussi à un autre thème, je balaye en quelque sorte les thèmes évoqués par Benoît XVI, qu'on n'a pas suffisamment entendu en effet ces jours-ci, avec cette citation que les Africains soient acteurs de leur propre développement. Alors il cite notamment aussi toute une règle, tout un mode de vie sur une bonne démocratie civile moderne, la transparence, la bonne gouvernance, une pratique honnête du commerce, les droits de l'homme bien sûr, une référence très forte à Luanda, une magistrature indépendante, une administration honnête. C'est un paysage parfait. Alors, bien entendu, tout le monde sait qu'on en est loin, non seulement en Afrique, mais aussi, il faut bien le reconnaître, parfois en Europe. À votre avis, là aussi, même question, le discours de Benoît XVI peut-il être interprété aisément par les leaders africains ?
C'est un appel à leur conscience, à leur mauvaise conscience, j'allais dire. Il s'agit de rappeler un certain nombre de règles de la vie en commun qui valent pour l'Afrique, mais qui valent pour le reste du monde aussi. Et on est dans l'attente avec une certaine impatience d'une encyclique sociale qu'on espère pour le mois de mai maintenant, et qui, dans le contexte que nous sommes en train de vivre, de crise économique et d'égarement éthique dans le domaine économique, pourrait être très précieuse. Mais à ce moment-là aussi, on dira, c'est très bien ce qu'on dit le pape, mais à quoi ça sert? Mais précisément à nous amener à réfléchir, à nous poser des questions. Ça ne veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain, mais il est dans son rôle en nous appelant à réfléchir et à changer. Un peu le même avis, Eric? Oui, et puis je crois que la visite du pape permet aussi de donner une espérance aux Africains, parce qu'on oublie peut-être trop souvent que l'Afrique, c'est le continent oublié, qui cumule un certain nombre de handicaps et de maux dans tous les domaines. Mettre le doigt dessus et montrer le cap, c'est déjà redonner l'espérance. Alors évidemment, il n'est pas là pour donner des solutions concrètes, mais je pense que ça peut mobiliser un certain nombre de personnes, leur redonner l'espoir qu'il y a une possibilité de changement dans leur pays, sur leur continent. On sait aussi que l'Église est très sensible à montrer des témoignages. Benoît XVI, bien sûr, a fait allusion à cette image que peut offrir l'Église en Afrique par des propres témoignages qui ne sont pas toujours parfaits, d'où cette interpellation de Benoît XVI par rapport à l'Église, par rapport aux prêtres, par rapport aux évêques et par rapport à l'image qu'il montre. On sait qu'il fait des allusions directes, non seulement aux richesses qui peuvent être prêtées à une certaine partie du clergé africain, mais aussi à leur mode de vie. Là aussi, ce discours, on l'a déjà entendu de la part de Jean-Paul II, de la part de Benoît XVI. Est-ce que vous pensez que ça peut être perçu et reçu aisément ? Sans doute pas très aisément, bien sûr, mais je pense qu'il était important qu'il pose ces questions-là d'une manière qui n'était pas une manière dure et accusatoire. Je pense que c'était important, notamment pour manifester de cette manière, que ça ferait partie des sujets qui seraient traités à l'ordre du jour de la réunion de l'Assemblée du Synode pour l'Afrique, qui doit avoir lieu à l'automne au Vatican. C'était une des raisons de son voyage en Afrique, c'était de venir remettre le document préparatoire de cette assemblée, et certainement, notamment dans le caractère un peu confidentiel, réservé des travaux de l'assemblée du synode, je pense que ces questions-là seront traitées certainement très à fond, et elles sont effectivement très importantes pour le témoignage de l'Église en Afrique. Alors soyez exemplaires, c'est pas évident en Europe, mais alors en Afrique, c'est pas évident non plus. Mais je crois que la vie de chrétien, de toute façon, n'est pas évidente. Donc il est dans son rôle de pape quand il appelle les pasteurs africains à la sainteté, de même que tout catholique. Mais il y a quand même un vrai problème en Afrique, notamment sur le célibat des prêtres, qui est connu, qui est reconnu comme vrai problème difficile de la part du Vatican. Bien sûr, mais je crois que si l'Église est facteur de changement, et on n'a peut-être pas suffisamment dit qu'elle est engagée quand même dans tous les domaines de la société pour produire ce changement en Afrique, eh bien il faut que les acteurs de ce changement soient exemplaires, et donc tout se tient finalement dans le discours du pape. Alors, quelques observateurs ont remarqué ces discours relativement aimables à l'intention des musulmans, notamment au Cameroun, mais aussi ces interpellations vis-à-vis des risques, des peurs que peuvent susciter les sectes, et notamment tout l'aspect de la superstition qui est encore présente en Afrique. Est-ce que vous pensez que là, l'Église se trouve traditionnellement, Guillaume Goubert, confrontée, l'Église catholique, au terrain traditionnel de l'Afrique, avec non seulement les religions traditionnelles, mais aussi l'influence des sectes ou l'influence de différentes confessions ? Je ne crois pas que ce soit un problème beaucoup plus... Enfin, je veux dire, c'est pas seulement un problème africain. Il a peut-être une intensité ou des caractéristiques particulières en Afrique, mais ce n'est pas un problème seulement africain. Je dirais la concurrence avec d'autres formes d'expression chrétienne, notamment évangélique, la concurrence de formes de superstition, c'est quelque chose auquel l'Église est confrontée depuis toujours, y compris en Italie, je veux dire, pays que vous connaissez. Il y a en permanence un travail à faire pour... de clarification, de purification, de dépouillement, de christianisation d'un certain nombre de pratiques. C'est toute l'histoire de l'Église depuis les origines. Donc qu'il aborde cette question-là en Afrique, c'est normal, mais il peut l'aborder également en Amérique latine. S'il va à Cuba, il peut parler de la Santoria. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème uniquement africain. Je veux dire, je réagis comme ça en partie parce que je trouve qu'il faut pas faire de l'Afrique un cas trop particulier. Focaliser tous les fléaux sur ce continent. Oui, un petit peu. Je pense que dans les réactions qu'il y a eu autour de la question du préservatif, je pense que c'est lié, la réaction de ceux qui ont dénoncé le pape, etc., c'est lié à une espèce d'angoisse qu'ils ont face à ce continent. Pas consciemment, bien sûr, mais une espèce d'angoisse de se dire, oh là là... Une culpabilité du continent à la fois européen. Une culpabilité, puis un sentiment de ne pas bien comprendre ce continent, d'avoir le sentiment qu'il a un destin différent des autres continents, etc. Et moi, je trouve que tous les sujets qu'a abordé Benoît XVI en Afrique sont des sujets qui se posent à tous les chrétiens partout dans le monde. Alors, il y a une couleur, si vous me permettez, il y a une couleur particulière peut-être, mais je veux dire, ces leçons, il faut qu'on les entende toutes. C'est là où il est assez tragique que
que, encore une fois, c'est quelques mots qui, à mon avis, n'étaient pas appropriés dans le contexte, dans la bouche du pape. Il n'aurait pas dû les prononcer à ce moment-là, de cette manière-là. Il aurait été préférable que... je trouve que c'est très dommage, parce que ça a malheureusement pour nous occulté tout le reste du voyage. Alors, vous faisiez allusion à ce sujet sensible. Il y a un autre sujet traditionnellement aussi sensible, c'est lorsque Benoît XVI évoque le rôle et la place des femmes. Alors, il l'a fait également en Afrique, Aymeric Pourbet. Alors, ses propos sur la femme, j'en cite notamment un, c'est sa dénonciation des discriminations, mais aussi des exploitations sexuelles. Est-ce que vous pensez que ces propos de Benoît XVI peuvent être bien perçus également en Afrique? Parce que là, il y a en effet également des sujets très sensibles. Et il y a toujours le risque de mauvaise interprétation quand le propos émane d'un pape. Oui, il y a toujours un risque, mais quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Moi, je crois surtout que le pape vise juste. C'est-à-dire qu'effectivement, le changement en Afrique, il viendra d'abord par les femmes. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes du sida, par leurs maris qui, parfois, peuvent être infidèles. Ce sont les femmes aussi qui prennent en charge la vie économique locale. Et donc, soutenir le rôle des femmes et la place des femmes dans la société africaine, je crois que c'est un élément essentiel du développement et du changement en Afrique. Guillaume, les femmes le rappel à plusieurs reprises, dans plusieurs discours du voyage, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'excuse, je me répète, mais c'est à la fois très important de le dire en Afrique, mais c'est important de le dire à tout le monde. Très bien. Je vous propose de passer à notre rubrique à la une. Alors, bien entendu, cette actualité est restée très forte, naturellement, mais Guillaume Gaubert, dans La Croix, vous aviez d'autres sujets aussi à mettre en valeur cette semaine? Écoutez, le sujet dont on vient de parler nous a quand même beaucoup occupés dans les deux dimensions, à la fois polémique et puis en même temps d'essayer d'apporter à nos lecteurs beaucoup d'informations sur ce qui s'est vraiment passé sur place pendant le voyage avec notre envoyée spéciale Isabelle de Gaumain. Mais bien sûr, on a traité d'autres sujets, on continue à suivre la crise économique, celle-là. On s'intéresse en ce moment pas mal à la restructuration du territoire, par exemple, dans l'édition de jeudi matin, au travers d'une interview d'Édouard Balladur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a le sentiment qu'il faut parler beaucoup de l'Église et en parler d'une manière positive et inspirante et encourageante. Donc c'est les efforts qu'on va mener dans les semaines qui viennent pour essayer de mettre en lumière toutes les bonnes raisons qu'il y a de faire partie de cette Église. Un enjeu délicat. Aymeric Pourbet à Radio Notre-Dame. Mais écoutez, nous, on va rester sur l'Afrique parce que finalement, à travers cette polémique, on s'est rendu compte, on l'a vu dans cette émission, qu'on n'avait pas traité les vrais problèmes de l'Afrique. Le sida est quand même un vrai problème. C'est un vrai problème, mais on a occulté les autres. Et donc nous, on va aller en Afrique, au Cameroun, dans 2 semaines, pendant la Semaine Sainte, pour voir effectivement ce qu'a dit le pape, est-ce que ça correspond à la réalité du terrain, comment réagissent les Africains, et montrer aussi peut-être que, effectivement, tous ces autres enjeux dont on n'a pas parlé les semaines précédentes, les jours précédents, eh bien, en quoi c'est important pour l'Afrique. Et donc d'être sur le terrain. Je vous remercie, nous passons à notre dernière rubrique, en bref. Alors, l'épiscopat américain durcit sa position vis-à-vis d'Obama. C'est la première information que j'ai choisi de retenir pour vous. Le président de la conférence des évêques a demandé aux fidèles de manifester leur soutien à une réglementation de santé sur l'objection de conscience. Autrement dit, c'est cette réglementation qui, aux États-Unis, interdit la discrimination à l'égard des médecins qui refuseraient de participer à des avortements pour des raisons morales et religieuses. Aymeric Pourbet, c'est sans surprise ce durcissement de ton des évêques américains vis-à-vis d'Obama sur ce thème, on le sait, très sensible, l'avortement? C'est sans surprise, c'est surtout extrêmement important. Je pense que l'Église, effectivement, se fasse le gardien de la liberté de conscience. C'est un des éléments essentiels qui était contenu dans le Concile Vatican II concernant la personne humaine, la liberté de conscience. Et effectivement, les premiers actes du président Obama sur ce terrain-là, sur l'avortement, sur le financement de la recherche sur l'embryon, etc., montrent qu'il y a quand même une divergence sur la notion de personne humaine et sa dignité. Et je crois que l'Église a raison de se manifester. On y reviendra. Je vous propose, Guillaume Aymeric, de terminer sur un sujet un petit peu plus léger pour une fois. C'est cette nouvelle qui nous parvient de l'Italie, l'Église italienne qui appelle au boycottage de Ange et Démon. Ange et Démon, vous savez, c'est ce film, cette suite du Da Vinci Code qui sort sur nos écrans, les écrans européens, dans quelques semaines. L'Avvenire, qui est le journal catholique, l'équivalent, on va dire, de La Croix en Italie, explique que l'Église ne peut pas
approuvé le nouveau film de Ron Howard. Le Vatican avait en effet rendu difficile le tournage de ce film, dont l'action se déroule à Rome. Plusieurs lieux avaient été notamment fermés et interdits à l'équipe. Alors, est-ce que cette publicité n'aura pas un effet boomerang? Je rappelle que pour le Da Vinci Code, le film avait pulvérisé les records puisqu'il avait récolté 757 millions de dollars au box-office mondial. Vous irez voir ce film, Guillaume Gaubert? Non, j'irai pas le voir parce que le film Da Vinci Code, j'ai pas trouvé terrible du tout. Et j'ai lu Angers Démon. C'est un livre assez grotesque. C'est très très ridicule comme manière. Il y a d'excellents polars qui touchent à l'Église. On pourrait citer Jacques Nérinck avec le manuscrit du Saint-Sépulcre, par exemple, qui a un peu ouvert le genre, au moins en langue française. Donc, je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec les thrillers qui se passent dans les milieux ecclésiastiques, au Vatican, etc. Au contraire, ça m'amuse beaucoup. Je reconnais des endroits que j'ai fréquentés autrefois, etc. Bon, mais celui-là, il est ridicule. On se demande vraiment si l'auteur a mis les pieds à Rome. En tout cas, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi mauvais sur la ville de Rome, qui est plutôt un sujet inspirant. Nous verrons. Une question ouverte s'achève. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Quant à vous, téléspectateurs, vous pouvez aller voir sur le site www.ktotv.com pour revoir l'émission ou pour réagir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir. Théo ne vit que